à toutes, auditeurs et auditrices. Alors, c'est Marine de l'émission Pocosé. Aujourd'hui, nous avons avec nous une nouvelle invitée, donc Mylène ça se présente à elle, et aussi l'association. Bonjour, Madame Odayen Danon Lachmi, donc directrice de l'association Prévention Suicide. Alors, cette association, c'est une association que j'ai créée avec d'autres personnes il y a presque une vingtaine d'années, c'est-à-dire on a commencé à travailler sur le sujet en l'an 2000 et après on a créé l'association en 2002, donc ça fait presque 18 ans, enfin presque une vingtaine d'années on va dire. Pourquoi cette association? Eh bien parce que à La Réunion, comme vous le savez, la problématique du suicide est importante. Il y en a beaucoup de suicides à La Réunion. Est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? Peut-être que oui, on peut dire ça, parce qu'aujourd'hui, on peut recenser un suicide pratiquement tous les 3 jours à La Réunion, donc ça fait beaucoup. Et pour un suicide, on en a à peu près 10 tentatives de suicide, ou 10, 15, voire même par jour, donc ça fait vraiment beaucoup. Alors à l'époque, il y a une vingtaine d'années, on était sensibilisés par cette situation, parce qu'il n'y avait pas d'association qui faisait vraiment de la prévention, ni auprès des jeunes, ni auprès des familles. Et donc c'est un peu comme ça qu'avec un groupe de personnes, il y avait dedans de tout, mère de famille, il y avait des parents, il y avait des professionnels. Et comme ça, on a créé l'association Prévention Suicide. D'accord, ok. Et du coup, alors moi, j'aimerais bien rendre le concret, carrément, et j'aimerais savoir quel type d'action ils mettent en place vraiment pour ce phénomène qui touche à nous ici, quoi. Ben oui, en fait, nous l'avons bien compris tout de suite que quand on en a comme ça des idées noires, quand ça ne va pas, en général, au lieu d'aller chercher de l'aide, on fait tout le contraire. On se renferme avec ses problèmes, on s'isole avec ses problèmes, donc on ne va pas chercher de l'aide. Donc nous, on s'est dit, déjà il y a une vingtaine d'années, on s'est dit comment permettre à Zot, en tout cas, de parler de cette problématique-là, de cette douleur-là, de cette souffrance-là. Et la seule façon que, en tout cas, on a trouvé intéressant, c'est de mettre en place une ligne téléphonique. Donc ça fait 20 ans qu'on a mis un numéro de téléphone en place pour que les gens appellent et que les gens puissent parler de leur souffrance, de leur mal-être. Il y a 20 ans, on a mis en place un numéro vert, comme ça c'était gratuit quand la personne appelait. C'était donc le 0862 01 62. Et ce même numéro vert, il s'est transformé en un numéro fixe, qui est actuellement le 0262 35 69 38. Dans les deux cas, on tombe sur le même numéro. Donc les deux sont toujours valables aujourd'hui. Donc ce numéro-là permet à la personne qui se sent mal de ne pas forcément quitter sa case et de rester à sa case et de pouvoir appeler là, dans n'importe quel endroit, juste en prenant le téléphone et en appelant. Pourquoi appeler? Pour ne pas être isolé dans sa souffrance. C'est ça l'idée au départ. Oui. C'est pas que la seule action, mais c'était la première, en tout cas, action qu'on a mis en place dans l'association il y a donc presque 20 ans. Et le numéro, il fonctionne toujours aujourd'hui. D'accord. Donc l'isolement, c'est la première cause c'est un des facteurs du suicide, quoi, en gros. L'isolement, oui, l'isolement est une conséquence, en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas la cause du suicide, mais quand on se sent pas bien, on ne va pas vers les autres. On reste dans son coin, en général, parce qu'on a peur de parler, on a honte de parler, on a vraiment, on se dit, personne va me comprendre, enfin, on reste dans son coin. Donc, ce qui fait que ça aggrave la situation de souffrance. C'est plutôt ça. Alors, la cause du suicide, ça, on en parlera tout à l'heure. Il y a plusieurs causes à cela, il y a plusieurs facteurs à cela. Mais l'isolement, c'était ce qu'il fallait, sur lequel il fallait qu'on travaille. Nous, on a fait ça, on a mis en place le numéro de téléphone. Et par rapport à ce numéro de téléphone, ça a permis à vraiment beaucoup de personnes d'appeler, et c'est ce qui se passe depuis une vingtaine d'années. On nous appelle pratiquement souvent et on a le numéro de téléphone qui est ouvert 24 heures sur 24 et
il y a des écoutants qui écoutent et qui orientent les personnes vers les professionnels ou vers les structures plus spécialisées. On est un peu, si vous voulez, le premier maillon de la chaîne d'aide et de prévention. Après, nous, on peut pas tout faire parce qu'on n'est qu'une petite association. On a une trentaine d'adhérents, on a un petit noyau dur d'une vingtaine de personnes écoutants qui travaillent, enfin qui œuvrent avec nous. Mais nous, on n'est pas assez nombreux pour faire énormément d'actions, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est déjà écouter et orienter les personnes. D'accord. Donc, du coup, j'ai une petite question. Combien de personnes appellent sur ce numéro à Ah peu ben, près par on en a jour? beaucoup de personnes. Oui. Par exemple, parfois on peut avoir une personne dans la journée, comme on peut faire 10 personnes dans la journée. Ça dépend des moments. Ça dépend. Il y a des moments où il y a des pics comme ça. Il y a beaucoup de gens qui appellent. On peut avoir 10, 15, 20 personnes dans la journée. Et Oui. puis, il y en a des jours, peut-être même pas de coup de fil ou un coup de fil, un appel. Donc, ça dépend vraiment des moments. Des moments. Ça dépend vraiment des moments. Mais par exemple, les moments type les fêtes que Nena. Alors, les moments où les appels sont nombreux, c'est surtout, moi je trouve, hein, c'est bien sûr à la rentrée scolaire, aux fêtes de fin d'année, Ça. aux vacances, dans les week-ends, le soir. Le soir, on a plus de coups de fil que dans la journée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on n'est pas bien, souvent, c'est le soir que ça rumine dans la tête. Il y a Hein, beaucoup. on rumine beaucoup dans la tête toute la soirée, toute la nuit. Et là, on peut pas parler, on peut rien dire. Et là, il y a besoin vraiment d'aller exprimer quelque chose, quoi, par le D'accord. téléphone. Et du coup, vous êtes disponible même le soir. Ah, nous, les disponibles 24 heures sur Sur 24. 24, C'est voilà. dur pour nous de faire ça, mais on le fait quand même, parce que pour trouver des bénévoles 24 heures sur 24, c'est pas toujours compliqué, facile, hein, il est hein. très compliqué. J'imagine. Mais en tout cas, nous essayons d'être là 24 heures sur 24. D'accord, ok. Et du coup, alors, au niveau des structures que ça va dedans, j'aimerais savoir que ça fait dedans avec les usagers là. Ouais. Alors Comment ça en procède? fait, donc notre première mission, c'est de dire, de permettre cette écoute téléphonique pour que les gens puissent s'exprimer sur leur mal-être et leur souffrance. Et en écoutant les gens parler, on s'est rendu compte que la souffrance arrivait déjà tôt dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que on a vu, nous, des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans déjà faire des tentatives de suicide. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible que ça se passe aussi tôt. Donc, pour éviter un suicide plus tard, à 20 ans ou à 30 ans, on s'est dit, il faut agir très tôt. Et c'est comme ça qu'on a mis en place des interventions dans des collèges, dans des lycées, auprès de jeunes, dans des familles, pour en parler. Donc, depuis des années, on va dans des écoles, par exemple, et on intervient dans des classes. Par exemple, on arrive dans une classe, et là, on va parler du sujet, on va demander aux jeunes, tu penses quoi sur la question du suicide, sur la prévention, sur votre vie même, enfin bon, un petit peu sur l'ensemble de leur condition de vie, de leur environnement. Et effectivement, beaucoup disent, on a déjà eu des pensées de suicide, on a déjà pensé au suicide, on est dans une souffrance, par exemple, on n'est pas bien, déjà on a des idées noires. Donc tout ça, ça nous a permis de dire que si on commençait de la prévention de manière précoce, de manière tôt, chez des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, peut-être on peut éviter un suicide, vous savez, à 18, 20 ans, 30 ans. C'est ça l'idée. Et c'est ce qui se passe. En effet, c'est ce qui se passe. D'accord, ok. Et on cible à peu près entre 5000 à, 8000 d'élèves chaque année dans les interventions. Et du coup, l'interactivité entre élèves et vous, elle est assez forte, quoi. Ah, elle est assez fort. On intervient pendant 1 heure dans une classe. Il y a des classes où effectivement ça parle beaucoup, ça exprime beaucoup. En général, les élèves apprécient beaucoup notre intervention et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue et que les établissements nous rappellent chaque année. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, si vous voulez, d'une manière un peu idéale, je dirais, il faudrait faire ça dans toutes les écoles de Lille. D'accord ? Mais on n'a pas les moyens d'aller dans toutes les écoles de Lille. Nous, on va vraiment dans quelques écoles, quelques lycées, quelques collèges. L'idéal, ça aurait été de faire dans toutes les écoles de Lille. Mais il est impossible. Mais il est un petit peu impossible pour l'instant, oui, bien sûr. Il faudrait vraiment des gros moyens, quoi. Hein? Tipa, nous va arriver. Tipa. Ça même. Et du coup, oui. Alors, tu peux dire moi que dès 10-12 ans, il y a déjà un mal-être qu'il installe chez l'enfant. Mais à quoi est dû tout ça là? Ouais. Alors, on a remarqué, pour les personnes qui sont en souffrance, surtout les jeunes, on voit ça bien chez les jeunes et même chez les adultes,
que la souffrance qui était en nous venait souvent de tout ce que nous avions vécu, d'accord, de tout ce que nous avons vécu. Alors il y a des choses qu'on peut vivre, bon, qui sont difficiles, mais sur lesquelles on va passer, on va pouvoir rebondir. On se dit bon ben ok, c'était comme ça, mais je passe dessus. Et puis il y a des situations de vie, où là on ne passe pas dessus. Par exemple quoi? Un jeune, alors nous on a beaucoup d'exemples comme ça. Si un enfant a vécu la maltraitance, par exemple, physique ou morale, n'est-ce pas? Ça, ce sont des situations de vie difficiles à accepter. Difficiles à accepter parce que aucun enfant au monde, ni aucun enfant à La Réunion, ne supporte qu'on le maltraite. Hein. Quand je dis maltraiter, c'est pas juste dire t'es méchant, c'est vraiment maltraiter de manière physique et de manière morale. C'est-à-dire, la maltraitance, c'est ne pas s'occuper de lui, ne pas le reconnaître, ne pas lui donner la sécurité et la protection dont il a besoin, ne pas l'accompagner dans sa vie d'enfant. Ça, c'est de la maltraitance qu'on a pu remarquer chez pas mal d'enfants. Et un autre point assez important dans la maltraitance, c'est qu'on a remarqué des enfants qui avaient subi des abus sexuels. Des abus sexuels. Et il y a là pas mal de cas d'abus sexuels. Il y a eu des cas d'inceste, il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas vraiment d'abus sexuels, d'attouchement. Et ça, si vous voulez, c'est aussi de la maltraitance. Et ça, un jeune enfant, quand il a vécu ça, un abus sexuel, il peut pas se défendre contre ça au moment où ça se passe. Et il se rend compte un peu après, parce qu'à 7, 8, 9 ans, il se rend pas compte de ce qui se passe. Et après, quand il a 10, 12, 13 ans, il se rend compte que, ma foi, cet adulte m'a fait du mal et je comprends pas pourquoi ça s'est passé. Et là, il y a la révolte. Il y a la révolte et là, il peut y avoir la dénonciation. Et bien des fois, il n'y a pas de dénonciation. Et c'est pour ça que le jeune, il vit avec ça. Moi, j'ai rencontré une jeune fille qui disait, elle avait subi des attouchements de la part de son petit père à l'âge de 7-8 ans, et elle avait rien dit du tout. Elle était restée dans son coin, elle n'avait pas dit à ses parents, ni à sa mère, à personne. Et notamment, ça venait de son tonton qui habitait dans la même case. Alors évidemment, elle allait pas dénoncer son tonton. Sûr. Et ce qui fait qu'après, à 14 ans, elle a fait une tentative de suicide parce qu'elle avait besoin de dire ce qui n'allait pas, mais elle n'arrivait pas à le dire. Et donc, elle a fait une tentative de suicide. Heureusement qu'on a pu la sauver. Enfin, je veux dire, elle est allée à l'hôpital, elle a pu être récupérée. Et après, elle a repris sa vie parce qu'elle a été aidée. Mais si elle n'avait pas été aidée à ce moment-là, et si cette tentative avait été dramatique, vous voyez, ça peut être dramatique. C'est ça. Hein, on peut ne pas se rater, c'est fini. Donc, elle aurait raté sa vie à 15 ans. On aurait dit, elle s'est suicidée et sa vie est terminée, elle est partie. Alors que là, le fait qu'elle ait pu aller à l'hôpital, qu'elle a pu être récupérée, et elle a expliqué pourquoi elle était si mal. Elle a expliqué que avoir subi ces attouchements de la part de son tonton et ne pas pouvoir en parler, ça la détruisait tous les jours parce que elle se disait, mais pour qui il m'a pris ? Pour qui il m'a pris? Pourquoi il a touché mon corps comme ça alors que j'étais une petite marmaille de 7-8 ans? Pourquoi il a fait ça? Voilà, la question se pose, pourquoi il m'a fait ça? Et des fois, on a des personnes qui l'ont vécu mais ne vont pas en parler. Et à 30 ans, ça revient de nouveau. À 40 ans, ça revient de nouveau. Et là, de nouveau, il y a ce mal-être, cette souffrance, et ça grandit. Vous voyez, c'est ça. Les causes justement du suicide, c'est toutes sortes de souffrances dont les origines pourraient venir effectivement de la maltraitance de la famille ou de la violence aussi qu'on peut subir de la part des membres de la famille ou des gens extérieurs. Donc de toute cette violence qu'on subit, parce que vous voyez, le suicide, par exemple, c'est se tuer soi-même. Et se tuer soi-même, c'est un acte très, très violent. C'est un acte de violence. Et on ne fait violence à son corps que si on a subi soi-même de la violence. C'est ça. Et cette violence qu'on a subie, on la retraduit dans son corps comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est ça. Donc, du coup, la première cause de suicide, c'est au niveau de l'enfance où tous les faits... de la violence subie. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, mais ne pense pas que n'est que ça. Quand on avance au fur et à mesure dans la vie, je sais pas, une jeune adulte, il peut avoir d'autres facteurs aussi, non? Alors, disons que oui, bien sûr, il peut y avoir plusieurs causes à son mal-être, mais si vous avez subi de la violence, si en plus vous subissez de la violence au niveau de votre travail, si vous subissez de la violence de la part de la famille parce que vous êtes marié et puis ça se passe pas bien, c'est que, en fait, tout va se résumer
un peu autour de ça. Après, il peut y avoir aussi la maladie. On ne peut pas guérir de sa maladie. Et encore, si on trouve une guérison, on ne va pas se suicider. Mais si vraiment on n'en peut plus. Donc, quelque part, c'est que la personne, elle en a trop sur le cœur, elle en a trop sur la patate, elle en a trop dans la tête, elle en a trop, elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. Donc, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on n'en peut plus ? C'est ça. C'est que des choses qui nous ont fait du mal. Si c'est des choses qui nous ont fait du bien, au contraire, notre corps est rempli, on est plutôt content. Mais si notre corps, il supporte pas toutes ces choses négatives, tous ces sentiments négatifs, tous ces sentiments qui nous font mal, c'est ça. Donc on peut pas dire que le suicide viendrait parce qu'on est heureux. Le suicide viendrait parce que quelque part, on a accumulé trop de sentiments négatifs en nous, quelles que soient finalement les origines et quelles que soient les raisons. Moi, c'est pour ça que je résume en disant, ce sont des actes de violence, de quelque endroit que ça vient. Vous comprenez ? Bien sûr. Ça, alors, la maladie, c'est peut-être aussi une violence à son corps. Hein. Je veux dire, on n'a pas demandé à être malade. C'est ça. On n'a pas demandé à être malade. La nature nous fait violence, là, puisque tout d'un coup, on est malade. Et puis, des fois, on ne peut pas guérir. Donc, c'est encore une autre violence. Donc, c'est toutes ces formes de violence-là qui vont être en nous, qui font que, à un moment donné, le corps et le mental ne suivent plus. Et le corps, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est ça. Et c'est ça. Et le cerveau, il n'en peut plus. Mais... Et alors, la personne, quand elle n'en peut plus, qu'est-ce qu'elle fait ? En général, vous et moi, on essaye de rebondir. C'est ça. On essaye de dire, c'est la vie. C'est la vie. Et puis, on va essayer d'aller mieux demain. On essaye. Alors, on va essayer 1 jour, 2 jours, 3 jours. On va essayer 1 semaine. On va essayer pendant quelques temps. Des fois, oui. Des fois, ça marche. On rebondit parce qu'on a été aidé. Et puis, il y a des moments, ça marche toujours pas. On ne trouve pas de solution, d'alternative. Et on croit que tout est perdu. On n'a plus d'espoir. Donc, je pense que l'acte suicidaire vient parce qu'on est vraiment dans le désespoir. On est désespéré, on est dans le désespoir. Et ce désespoir est tel que la personne pourrait faire n'importe quoi. Il pourrait faire n'importe quoi. Il peut se jeter d'un pont, il peut prendre des médicaments, il peut se tirer une balle dans la tête, il peut faire n'importe quoi. Donc vraiment, l'acte de suicide, c'est pas un acte de courage. C'est pas quelqu'un, il est courageux, il saute ou quoi. C'est un acte vraiment de désespoir. C'est-à-dire, c'est un acte où la personne pense qu'elle ne peut plus rien trouver comme aide ou comme solution. Voilà, il n'y a plus d'espoir, en fait. Il n'y a plus d'espoir pour la personne. C'est pour ça qu'elle part dans cette direction-là et qu'elle se dit, vaut mieux en finir plutôt que de continuer à souffrir. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que le suicide, c'est vraiment quelqu'un qui veut mettre fin à sa souffrance. C'est surtout ça. Je pense même pas que la personne, à ce moment-là, a envie de mourir. Mais je pense qu'elle a plutôt envie que sa souffrance s'arrête. Et pour elle, c'est compliqué quand elle ne trouve pas de solution à ce moment-là. C'est ça. Mais du coup, en ce moment, il y a beaucoup au niveau de l'harcèlement scolaire à l'école. Donc, je vois un peu dans les infos et tout que des enfants, ils se donnent la mort carrément pour éviter de faire souffrir leurs parents et tout ce qui s'ensuit. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, le harcèlement, il a toujours existé. Oui. Le harcèlement scolaire, à l'école, tout ce qu'on connaît, le harcèlement même dans le milieu familial, social, professionnel, le harcèlement, on en trouve partout. Le harcèlement, c'est quoi ? C'est quand il y a des gestes répétés sur vous qui vous font mal. C'est ça le harcèlement. Si on vous dit juste un petit quelque chose, ça vous fait mal un coup, c'est fini, et puis ça s'arrête, ça peut aller. Mais le harcèlement, c'est que ça continue. Et à un moment donné, pareil, la personne n'en peut plus. Donc le harcèlement, on va le retrouver encore, aujourd'hui on l'a encore à l'école, à tous les niveaux, on peut le trouver aussi ailleurs. Donc c'est sûr que nous, en tant qu'association, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de faire de la prévention en disant que il faut réduire ces harcèlements, il faut réduire cela. Il faut réduire ces gestes, en tout cas de violence répétée, qui nous font du mal. Là, si vous voulez, le travail, il est énorme. Il est énorme, parce que notre société, on a beau dire ce qu'on veut, mais elle est quand même violente. C'est ça. Elle est violente. C'est très violent. Il y a beaucoup de choses qui nous font violence. Je veux dire, pour moi, même quelqu'un, quand il arrive au chômage, c'est une violence aussi sociale. La société le met dans des conditions de vie assez difficiles. C'est ça. Donc cette violence-là, des fois, elle est insupportable.
à mon avis, enfin, je pense qu'il faudrait changer la société. Enfin, du moins, le regard que la société a sur l'individu, quoi, parce que c'est très négatif. Et du coup, la personne, elle se sent pas bien. Disons que notre société a des possibilités et des moyens pour qu'il y ait de l'aide et de la solidarité et qu'on nous puissions nous entendre. Mais c'est pas facile. Les êtres humains entre eux ont beaucoup de mal à parfois trouver des terrains d'entente. C'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est pour ça que, bon, heureusement qu'il y a quand même des pays en paix, on va dire ça comme ça. Et heureusement qu'il y a des familles aussi qui vivent en paix, heureusement. Mais dans beaucoup de familles, on voit encore aujourd'hui, il va y avoir des conflits parce qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Maintenant, est-ce qu'on est capable de vivre toujours dans le désaccord Je ne sais pas. Hein. C'est compliqué. Chacun peut répondre à cette question. Mais des fois, quand on trouve pas son chemin, on essaie de trouver un autre chemin. Et puis, ça peut marcher. Voilà. Si ça va pas là, on va de l'autre côté. Enfin bon, il y a possibilité toujours de changer et de modifier sa trajectoire. Sauf que, si vous voulez, il y a certaines personnes qui, à mon avis, sont fragilisées mentalement et donc ne voient pas qu'il y a des issues possibles, ne voient pas qu'il y a d'autres chemins possibles pour mener sa vie. Et c'est ça qui est difficile. Alors c'est pour ça que beaucoup d'associations accompagnent les personnes fragiles, accompagnent les personnes vulnérables en leur disant, si vous n'arrivez pas à faire ce travail-là, peut-être qu'il y a moyen de changer, de faire quelque chose d'autre. Mais encore faut-il qu'il y ait des moyens dans la société pour le faire aussi. C'est pareil. Si ça ne va pas bien dans votre famille, on peut toujours vous dire, quittez votre famille, allez ailleurs, mais vous irez où? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains enfants qui sont placés dans des foyers. Et qu'il y a des jeunes qui sont placés dans des structures d'accueil parce que là, dans la famille, ça colle pas. Ça colle pas du tout. Mais enfin, moi, je pense qu'au niveau je reviens toujours dans le monde de l'éducation, que l'écoute, elle n'est pas faite. Enfin, je pense que le premier acteur qui doit écouter ces enfants-là, c'est les professeurs, vu qu'ils sont en contact direct avec ces élèves. Et ils n'écoutent pas, en fait. Et du coup, je pense que c'est un problème à y remédier et à travailler, malgré le nombre de prévention et tout ce qui s'ensuit, qui se font de formation à l'ESPE. Il n'y a pas de travail qui est fait, quoi. Enfin, vous comprenez. Donc là, vous êtes en train d'incriminer les enseignants, les professeurs, en disant qu'ils n'écoutent pas. Non, bon, c'est pas tout à fait, c'est pas aussi simple que ça. L'écoute, de toute façon, elle doit se faire partout. Ça, c'est vrai. À l'école, on doit nous écouter, les parents doivent nous écouter, la société doit nous écouter. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire que les professeurs n'écoutent pas forcément. Eux aussi, ils ont leur lot de souffrance, hein, donc ils ont leur travail. Mais je pense que c'est les conditions scolaires. Quand vous êtes dans une classe de 30 élèves, je ne sais pas s'il a le temps d'aller écouter chaque élève dans ses doléances, dans sa souffrance. Souvent, c'est pas facile non plus. C'est pas facile non plus. Maintenant, c'est vrai aussi que si on donnait un peu plus de moyens au niveau scolaire, peut-être que les professeurs seront plus à même d'écouter les élèves. Si on donnait plus de moyens même aux familles, peut-être qu'on serait à même d'écouter nos enfants. La société va vite aussi. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, justement, on va parler des réseaux sociaux, on va parler des smartphones, on va parler de la nouvelle technologie. Il y a d'autres façons de vivre aujourd'hui qui correspondent pas peut-être à l'ancienne génération. Et tout va très vite. Il faut que tout le monde se mette à la page. C'est pas toujours facile. Je voyais une maman l'autre jour qui n'arrêtait pas de gronder son enfant parce que celui-ci était tout le temps sur son téléphone portable. Même à table, il était sur le téléphone portable. En mangeant, il est avec son téléphone portable. Tout le temps. On va dire presque 24 heures sur 24. Quoi. Donc la maman lui disait, écoute mon fils, maintenant tu arrêtes, tu mets le portable de côté, on est à table, on mange, on pourrait peut-être être un peu sans ce portable-là. Voilà, donc ça peut effectivement créer des conflits. Vous voyez ? Après, je pense qu'il y a des conflits qui sont gérables, qu'on peut gérer, et puis il y a des conflits qui ne sont pas gérables. Et je crois que c'est la même chose dans les écoles. Il y a des conflits avec le professeur qu'on peut gérer, et puis il y a d'autres situations qui sont peut-être ingérables. Bon, l'école fait ce qu'elle peut. D'ailleurs, l'école, elle fait beaucoup parce qu'elle remplace beaucoup les parents. Quand les parents n'ont pas fait, l'école le fait. C'est aussi un petit peu pas son rôle, mais finalement, elle le fait quand même. Vous voyez, vous parlez d'éducation tout à l'heure là. En fait, la première éducation, elle doit venir des parents. Quand vous avez fait des enfants, vous avez une sacrée responsabilité. Vous avez fait des enfants, vous devez les éduquer. C'est de vous, c'est de votre responsabilité. Mais on peut regarder autour de nous combien de parents aussi démissionnent face à cette responsabilité. Et des parents attendent que ce soit l'école qui finalement pallie à cette éducation. Or, l'école, ce rôle
n'est pas toujours de faire de l'éducation. Son rôle est de faire de l'instruction. C'est d'enseigner, c'est de faire de l'instruction. Mais aujourd'hui, l'école, parfois, elle est quand même obligée de faire un peu d'éducation, quoi. Hein. Alors, je veux dire que chacun devait être à sa place, chacun a sa responsabilité. Les parents, ils ont effectivement le rôle d'éduquer, l'école a le rôle d'instruire. Hein. Mais maintenant, si on fait les enfants et que finalement on n'assume pas sa responsabilité, et ça, vous comprenez, il faut quand même que nous réfléchissions beaucoup pour mettre les moyens un petit peu en place pour que ce manque, ce déficit soit, disons, repensé, retravaillé. Moi, je rencontre beaucoup les parents, parce que dans le cadre de mon travail, dans le cadre des ateliers parentalité, tout ça, je rencontre pas mal de personnes. Et souvent, les parents me disent, bah, écoutez, j'arrive pas à faire face. Je n'arrive pas à faire face par rapport aux problèmes des enfants. Je n'arrive pas. Ils sont vraiment démunis, quoi. D'accord. Et du coup, quand il y a ces parents-là qui vous appellent, comment vous réagissez? Alors nous, si on parle de l'association Prévention Suicide, si un parent nous appelle au téléphone pour en discuter, donc on essaye de parler, de voir un petit peu ce qu'il y en est, essaye de lui donner un petit peu des tuyaux, enfin, pour pouvoir s'en sortir. C'est sûr qu'il aurait fallu beaucoup de temps pour travailler avec ses parents. On fait ce qu'on peut, Et si les parents appellent, bien entendu, on va les accompagner. Mais ceci dit, ça c'est au téléphone et c'est peu. Finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan ce que nous faisons. Vous voyez, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais si ça peut aider à sauver une vie, c'est ce que nous faisons. Et si ça peut aider à réduire le suicide, c'est ce que nous faisons. D'accord. Et si ça peut aider à réduire vraiment le suicide, c'est ce que nous faisons. Mais comme dit, tout ce travail qu'on fait depuis une vingtaine d'années nous montre que le fléau reste encore important à La Réunion. Et on se rend compte que dans le cadre de la prévention, les moyens sont encore très, 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 très limités. Et que finalement, beaucoup d'associations travaillent finalement dans le cadre de l'accompagnement des parents. Et tout ça, ça aide tout le monde peut aider à la prévention. Chacun peut aider à sa manière pour soutenir une action d'accompagnement. Chacun peut aider en écoutant. C'est sûr que si tout le monde met la main à la pâte, ça peut le faire, quoi. C'est ça, tout à fait. Et du coup, maintenant, enfin au jour d'aujourd'hui, vous avez d'autres actions de prévention qui vont arriver ou... Oui, nous, de toute façon, on continue beaucoup sur notre lancée. On travaille beaucoup donc, sur les interventions au niveau des écoles, des scolaires, au niveau des jeunes. On travaille aussi sur des interventions auprès des familles. On travaille aussi sur par exemple, on fait des manifestations. On participe à des forums, par exemple, dans les communes. Là, on va bientôt être au forum des associations sur Tampon, sur Saint-Pierre. On va dans d'autres forums aussi. On intervient quand on nous demande, voilà, pour des explications. On fait des formations auprès de professionnels ou de particuliers ou d'associations. Enfin, on est quand même, en tout cas, actifs dans le cadre de la prévention du suicide sur la Réunion. La Réunion, d'accord, ok. Mais j'ai juste une question. C'est au niveau des personnes âgées. Enfin, y a-t-il un taux de suicide assez important pour ces personnes-là ou pas du tout? En tout cas, il y avait beaucoup moins de suicides de personnes âgées avant. Oui. On a une tendance quand même actuellement à ce que ça monte et ça grimpe, puisque nos gramounes se retrouvent de plus en plus seuls aussi, puisque les jeunes maintenant prennent des appartements, ils n'ont pas forcément envie d'avoir le gramoun à la case, il n'y a plus assez de place. Du coup, ça met la situation des gramounes en difficulté. Parce qu'il y a des EHPAD, il n'y en a pas assez, des établissements personnes âgées, il n'y en a pas assez non plus. Donc il faut bien mettre les gramounes quelque part et souvent il y en a qui restent isolés à la case, hein, d'accord? Oui. Donc on a, nous, des gens aussi, des personnes âgées qui nous appellent, qui sont dans la souffrance, d'autant plus que leurs enfants sont partis en métropole, il n'y a plus personne qui est revenu. Et oui, ça pose problème. Et le taux, on ne peut pas dire que c'est un grand taux, mais il y a quand même des suicides de personnes âgées. En métropole encore plus que chez nous, mais c'est une tendance qui arrive aussi à La Réunion. Hein. D'accord, ok. Donc du coup, on a bientôt fini, je pense, vu que le temps, c'est cool. Si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, je vous laisse parler. Oui, moi je dirais que, en tout cas, c'est bien qu'on en parle à la radio, même sur les réseaux sociaux, de cette problématique du suicide. C'est vrai que le 10 septembre, c'était la journée mondiale de prévention du suicide. C'est une journée où il faut en parler, mais on peut en parler tout le temps. C'est pas forcément, il faut pas attendre la journée mondiale pour en parler. On a aussi la journée nationale au mois de février, où on en parle pas mal aussi de cette problématique. Alors, on veut pas non plus, si vous voulez, être tout le temps dans la morosité, parce que c'est pas un sujet facile.
Bien sûr. mais c'est quand même une préoccupation sociale, c'est une préoccupation sociétale, c'est une préoccupation de tous les jours. Enfin, nous, on est face à ça. Et donc, le mal-être, il est grandissant, et il ne faut pas qu'on l'oublie. La souffrance, elle est présente autour de nous, il ne faut pas qu'on l'oublie. Les gens autour de nous s'isolent de plus en plus, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Donc, le seul moyen pour éviter le suicide, c'est effectivement qu'on en parle de plus en plus, qu'on lève le tabou sur le sujet et que chacun puisse écouter un petit peu l'autre, quoi, et être sensible par rapport à quelqu'un qui est dans le mal-être, qui est dans une crise suicidaire. Moi, je dirais que le suicide, ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de se suicider. Il y a sûrement d'autres alternatives à la vie. Et je pense que la vie vaut la peine d'être vécue si seulement on a compris pourquoi on était là. C'est ça, un échec peut amener à une réussite, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Donc du coup, c'était avec nous la directrice de l'association Prévention Suicide. Et m'y conclut sur cette fin, m'y dit à très vite et au revoir.